Salut Anthony, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Anthony, tu es inspecteur du travail et représentant syndical au ministère du Travail. C'est important de te qualifier comme ça parce que c'est un des enjeux, un des cœurs d'un livre que tu as publié qui s'appelle 918 jours. Euh, Pardon, j'ai oublié le sous-titre. Mon combat Le au, combat d'un inspecteur du travail. Le combat d'un inspecteur du travail, voilà, aux éditions Arcane 17. Tu reviens sur justement un combat, et c'est ma première question que je vais te demander de raconter rapidement, et après on reviendra sur les différents enjeux que tu mets en avant, notamment dans les dernières parties de ton livre. Oui, bah, d'abord, merci Pablo et regarde de m'avoir invité. Je vais bien sûr te narrer un petit peu cette histoire rapidement. À chaque fois, c'est marrant parce que quand bien même je la raconte maintenant depuis un bout de temps, j'ai toujours l'impression qu'elle est totalement surréaliste en fait dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle raconte. Moi, j'étais inspecteur du travail à Reims en mars 2020, en pleine première vague de Covid, premier confinement, et puis tout le monde entend à la télé le Premier ministre puis le président de la République annoncer à la fois l'arrêt des activités non essentielles au pays, puis ce confinement. Et les travailleurs, mais tout comme un grand nombre d'employeurs, se disent oui, mais ça veut dire quoi concrètement et comment on se protège de ce virus, du Covid. Et je suis saisi par des travailleuses d'une association d'aide à domicile de Reims où j'exerce. Et ce sont ces femmes qui sont parmi les plus précaires des travailleurs, hein, qui ont des horaires hachés, coupés, des contrats fractionnés, qui sont extrêmement paupérisés et qui vont devenir toutes ces premières de cordée qu'on va appeler à la suite pendant Covid et qu'on va découvrir. Et donc, elles me saisissent parce qu'elles n'ont pas de protection ou de façon insuffisante, parce que l'organisation de travail ne va pas. Enfin, pour toute une série d'éléments pour lesquels je fais mon travail classique d'inspecteur du travail. Je saisis l'employeur, je lui demande d'agir. Alors, dans un contexte qui est extraordinaire, hein, celui d'être nous-mêmes dans une situation totalement, en quelque sorte, abandonné à l'inspection du travail et avec des dizaines, des centaines de sollicitations de toutes parts. Malheureusement, les mesures que je demande, que ce soit les protections ou que ce soit l'organisation du travail, ben, ne sont pas satisfaisantes et je vais utiliser un outil juridique qui est à la disposition des inspecteurs du travail, qui est un outil légal qui s'appelle le référé judiciaire, et je vais donc aller déposer ce référé. La seule difficulté qui va s'avérer être assez conséquente, c'est que mon administration, les autorités politiques du département, le conseil départemental, etc., ne l'entendent pas de cette idée et de cette façon-là et vont faire pression pour que je ne dépose pas ce référé. Je suis convoqué, menacé et donc je suis mis sous une pression extrêmement forte. Alors, il faut savoir que les inspecteurs du travail, ils sont indépendants des influences extérieures indues. Pardon, ils sont protégés par une convention, la convention 81 de l'Organisation internationale du travail. Alors, je suis indépendant, mais en même temps, je suis sous pression. Donc, j'ai deux options. Soit je fais diligence à ce que dit mon administration, et puis je suis confiné, je suis avec ma famille et je ferme les yeux. Soit je fais mon travail d'inspecteur du travail et je vais au bout en allant déposer ce référé. Je l'ai tourné 100 fois dans ma tête, tu sais, et au final, je suis allé déposer ce référé parce que, en fait, c'est mon travail de tenter d'essayer de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, même si on est plus que 1700 en France en termes d'inspecteurs du travail pour 20 millions de salariés, 2 millions d'entreprises dans le pays. Bon. Donc, je vais déposer ce référé. C'est un 15 avril. Il est dans l'après-midi. Je rentre chez moi à la suite et j'ai le sentiment d'avoir fait mon travail, d'avoir essayé de faire quelque chose. Et à 20h27, je le raconte dans le bouquin, je reçois un SMS de ma direction régionale qui me dit, Monsieur Smith, vous êtes suspendu à effet immédiat de vos fonctions. Va s'en suivre une histoire complètement surréaliste de plusieurs années. En fait, Sans motif, est-ce que c'était argumenté, ta mise à pied? alors après, ça va être argumenté. Il y aura un communiqué de presse envoyé à toutes les rédactions du pays par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui me jettera en pâture en disant que j'ai violé les consignes des autorités de santé, des autorités sanitaires, que je me suis autonomisé, que j'ai violé la loi en fait. Et le ministère va engager une procédure disciplinaire en fait à mon encontre. J'essaye de raconter tout cela dans le livre. C'est 918 jours complètement surréaliste. Ce qui va se passer de formidable,
c'est l'énorme mobilisation citoyenne, sociale, syndicale, politique, parce qu'en fait, en touchant à un inspecteur du travail qui ne faisait que son travail, on a attaqué l'ensemble des travailleurs de ce pays, et ils l'ont bien compris. Et la pétition qui a réuni plus de 150 000 signataires, toutes les forces politiques de gauche du pays, un arc intersyndical qui m'aura soutenu tout au long de ces 2 ans et demi de combat. Je vais être sanctionné, bien sûr. Hein, l'État ne fait pas les choses à moitié. Je suis d'abord mis dans un placard à Melun, puis Borne, qui devient ministre sous la pression, me réintègre à l'inspection du travail, mais dans la Meuse et pas chez moi en Marne. Et il faudra attendre un jugement le 20 octobre 2022 du tribunal administratif de Nancy, qui ne sera d'ailleurs pas contesté par l'État, pour que le juge annule entièrement, totalement la sanction disciplinaire en disant qu'un inspecteur du travail, il a à sa main des outils juridiques et que quand il en fait application, il est indépendant et que nul ne peut le sanctionner pour cela. Et ça, c'est très important parce que ça vient redire que les inspecteurs du travail sont indépendants et plus largement, ça vient redire que tous les fonctionnaires de ce pays ont la possibilité et le devoir de désobéir à un ordre lorsqu'il est illégal. Et c'est très important, j'essaye d'en parler dans le livre, mais de dire qu'en fait, un fonctionnaire, s'il est au service de l'intérêt général, il n'est pas servile. Il ne doit pas être servile. Et c'est justement ça qui broie la fonction publique et qui broie beaucoup d'administrations, qui fait perdre du sens au travail, c'est d'avoir liquidé cette vision d'une fonction publique qui est noble dans ce qu'elle fait. Alors, j'avoue que c'est pas évident. Hein. Moi, je me suis pris une sanction assez lourde, 2 ans et demi d'exil, mais au final, on peut gagner lorsqu'il y a une mobilisation. C'est aussi ce que j'essaye de montrer dans ce bouquin, la force du collectif d'être ensemble. Alors là, tu parles de ton statut de fonctionnaire et d'inspecteur du travail, l'importance de cette indépendance de l'inspecteur du travail et notamment toi par rapport à ton combat. Mais tu parles aussi dans ton livre de la question du travail, qui est le fond en fait de ce sur quoi tu bosses. Et il y a un chapitre où tu es assez dur quant à l'évolution en fait finalement des conditions de travail depuis quelques années, notamment depuis le quinquennat Hollande. Hein. C'est le point de départ en fait à partir duquel toi tu réfléchis, les lois El Khomri, etc. Et tu parles d'ubérisation du travail, de soft law, en fait, qui mettent en péril aujourd'hui les travailleurs et les travailleuses. Euh, Est-ce que toi, tu vois, genre aujourd'hui, les voies et moyens, les leviers que pourraient actionner les travailleurs et les travailleuses, justement pour ne pas que toute cette méga structure, on va dire, faite de lois, de décrets, de règlements, etc., ne s'abatte en fait sur les travailleurs. Qu'est-ce que peuvent faire aujourd'hui les travailleurs pour lutter contre tout ce cadre qui pourrisse leurs conditions de travail? Bien sûr. D'abord, on peut détruire tellement vite ce qui a mis plus d'un siècle à être patiemment construit dans le fruit de rapports de force sociaux qui se sont exprimés. Le Code du travail n'est que la somme de l'expression des rapports de force sociaux et des gains et des conquis sociaux des travailleuses et des travailleurs. Donc, on peut le détruire très vite et c'est ce que tu dis et c'est ce que je décris dans le livre. En moins de 10 ans, on a fait un grand bond en arrière assez conséquent pour arriver à reprendre la main. Il y a d'abord le besoin d'avoir une administration du travail et un ministère du travail fort. Le bras gauche de l'État, tu sais, tous ceux qui protègent le consommateur, les usagers, les contribuables, les travailleurs, il a été laminé au cours de ces dernières années. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a 400 secteurs de contrôle sur 2000, c'est des secteurs géographiques en France, où il n'y a pas d'inspecteur du travail. On n'est plus que, je l'ai dit, 1700 en France, alors qu'on était encore 2200 il y a 10 ans. Et nous, à la CGT du ministère du Travail, on estime qu'on devrait être 5000 sur le terrain pour commencer à se réapproprier les questions de santé, sécurité, conditions de travail dans les entreprises. Donc d'abord, il faut renforcer le ministère du Travail, les inspecteurs du travail et tous ceux qui tournent autour des inspecteurs du travail. Avoir des ingénieurs de prévention en sécurité, en risque chimique, en risque machine, dans les nouveaux risques qui existent. Avoir des médecins du travail, des ingénieurs de la CARSAT, tu sais, les services de la caisse Bon. de l'assurance maladie, etc. Tout ça pour qu'on puisse enfin protéger. Donc il faut réarmer le ministère du Travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut
de nouvelles réglementations. Tu as parlé du soft law, ce droit mou de la recommandation auquel le patronat est censé adhérer volontairement, ce qui est faux, évidemment. Bah, il faut à l'inverse un droit dur, un droit qui protège. On l'a encore vu en Champagne récemment avec 5 morts durant les vendanges par arrêt cardiaque de travailleurs extrêmement exposés à des chaleurs, à des risques chaleurs, même si l'enquête dira, tirera les conclusions. Mais il faut pouvoir, par exemple, arrêter l'activité de ces travailleurs lorsqu'ils sont exposés à des changements climatiques qui vont être de plus en plus récurrents dans les années à venir, qui le sont déjà. Ça, si l'employeur ne le fait pas, eh bien, les inspecteurs du travail doivent pouvoir se substituer à l'employeur. Donc, tu vois, il faut une réglementation qui soit forte en la matière, notamment en matière d'accident du travail, aux suites pénales qui sont données en matière d'accident du travail, parce que même si des associations qui sont formidables, notamment des victimes d'accidents du travail, ont commencé à s'organiser très récemment, on travaille avec elles évidemment, eh bien, aujourd'hui, dans un grand nombre de procédures, les classements sans suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite donnée aux procédures qui sont relevées par les inspecteurs du travail. Tu imagines ce que ça veut dire pour les familles, pour les ayants droit de personnes décédées au travail. Il faut redire que personne ne va au travail le matin pour mourir. Et la campagne qu'a lancée Dussopt très récemment, le ministre du Travail, avec des spots télé à la radio, de l'affichage sur les accidents du travail, il faut que ce soit accompagné d'un plan d'urgence zéro mort au travail pour que ce soit réel. Et sinon, ce sera une campagne de communication qui sera assise sur rien. Et puis le troisième élément qui est fondamental, c'est se réapproprier dans les entreprises un pouvoir de décision. Dans les entreprises, ce sont les salariés qui produisent, ce sont eux qui vivent dans l'entreprise. Or, la suppression des CHSCT, le fonctionnement des nouveaux CSE, les comités sociaux et économiques qui ont remplacé les comités d'entreprise et les délégués du personnel, eh bien, ils font trop peu la part aux travailleurs. Lorsqu'on sollicite leur avis, dans la plupart des cas, eh bien, c'est un avis facultatif qui est donné, en fait. Moi, je dis dans le bouquin qu'il faut créer un avis conforme. C'est-à-dire que si un CSE s'oppose à une question de l'employeur Un qui lui est veto, quoi. posée, eh bien voilà, c'est une sorte de veto, c'est un avis conforme, c'est-à-dire que l'employeur doit discuter. On a un patronat français qui ne discute pas, qui est parmi les plus radicales en termes de dialogue social, mais dans le mauvais sens. Et donc, il faut contraindre à la discussion, au dialogue, et pour ça, il faut pouvoir peser dans la vie de l'entreprise. Donc, avec un avis conforme, avec une sorte de veto, je peux te dire que oui, l'employeur sera obligé de revenir devant les salariés. Ces formes-là d'appropriation collective de notre vie au travail, elles sont extrêmement importantes. J'essaye d'en parler dans le livre parce qu'on ne peut pas démarrer ce premier quart du 21e siècle en pensant qu'on est encore au 19e en termes de prérogatives patronales, de toute puissance patronale dans l'entreprise. Alors, justement, on va revenir sur la question syndicale, mais d'abord, tu vois, tu dis, il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail, on n'arrive pas, en gros, à faire notre boulot correctement, juste à appliquer le cadre législatif et réglementaire qui protège les salariés. On n'arrive pas à faire le boulot parce qu'on n'est que 1700 pour 20 millions de salariés, enfin, oui, de salariés. Du coup, qu'est-ce qui bloque? C'est le patronat, en fait, qui dit non, 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 mettez pas plus d'inspecteurs du travail parce que ça va entraver notre liberté de je sais pas quoi, d'entreprendre et en fait de faire du fric et de récupérer toute la valeur ajoutée du travail des travailleurs. Ou c'est. Comment. Enfin, où est le blocage, en fait? Parce qu'il faut Le, savoir le, contre quoi on s'affronte si on veut mettre en place tout ce dont tu parles. Tout à fait. Le blocage, il est dans les têtes et dans les cultures, hein. Je vais donner un exemple très simple. L'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire de savoir à quel risque je m'expose dans l'entreprise et comment je vais lutter contre ces risques-là. Qu'est-ce que je vais mettre en face, quoi. Si toute ma vie, je suis travailleuse dans un hypermarché et que je dois lever des cartons pour les mettre en rayon à une hauteur qui dépasse mes épaules, évidemment, je vais me broyer les épaules et après 20 ans, 25 ans, je ne pourrai plus travailler. Et donc, le travail doit s'adapter à l'homme. C'est ce qu'on appelle les principes généraux de prévention. Ils sont codifiés dans le code aux articles L4121-1 et suivants, mais ils ne sont pas sanctionnés pénalement, ces principes de prévention. Et donc, les employeurs doivent les respecter, mais il n'y a pas de contrainte pour les respecter. Et la prévention, d'une façon générale, elle est considérée en entreprise comme la cinquième roue du carrosse. Depuis 2001, il y a une obligation dans les entreprises qui est le document unique d'évaluation des risques professionnels, qui évalue tous ces risques et qui propose des mesures pour lutter contre. La plupart de mes collègues inspecteurs du travail, lorsqu'ils vont sur le terrain, soit ils trouvent des documents qui datent de Mathusalem, soit ils ne trouvent pas de documents du tout en termes d'évaluation des risques. Pas dans toutes les entreprises, mais dans un grand nombre d'entreprises. Parce que la prévention en France, c'est considéré
conceptuellement par le patronat, au pire comme une obligation administrative de plus, ou alors comme un coût qui va venir s'ajouter comme une contrainte, ces fameuses contraintes. C'est pas des contraintes que de protéger la santé des travailleurs et des travailleuses. Tu sais, en France aujourd'hui, on envoie des enfants de 13-14 ans en classe de troisième faire des stages en entreprise d'observation sans que jamais on ne leur ait appris ce qu'est la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il faut dire qu'au ministère du Travail, les médecins du travail, ils existent quasiment plus. Donc, tout ça est à reconstruire. Il y a une logique qui doit sous-tendre l'action publique, qui est de mettre la prévention comme la première des règles. On fait des plans zéro mort sur la route, on fait des plans pour plein de choses, mais pour le travail, on considère encore aujourd'hui dans l'esprit, qui est cultivé par le patronat d'une certaine façon, que l'accident du travail, c'est soit la faute à pas de chance, soit la faute à la victime elle-même, qui avait qu'à pas mettre la main dans la machine, sans se poser la question de savoir pourquoi elle a pu mettre la main dans la machine. Et c'est ça, cette logique-là qu'il faut inverser. Moi, je me bats autour de ça. On est nombreux à essayer de le faire. On est encore peu audible. Le 28 avril dernier, il y a eu la journée mondiale de prévention de la santé et de la sécurité. On a un peu commencé à réussir à parler de ces questions-là. On a obtenu qu'il y ait cette campagne. Les associations de familles des victimes ont obtenu ça. Les organisations syndicales s'intéressent à ces sujets-là, mais ça reste encore trop peu présent. Et ça fait que la France aujourd'hui est en pole position des pays où on meurt le plus au travail en 2023. Et ça doit cesser. Et où les conditions de travail aussi se dégradent. J'ai vu des indicateurs de l'OCDE qui montraient qu'on n'était vraiment pas dans dans le peloton de tête sur les conditions de travail. Dernière question, dernière partie en fait que tu abordes, tu en as un peu parlé tout à l'heure, c'est la question du syndicalisme en fait. Tu dis c'est aux travailleurs et aux travailleuses de récupérer en fait la direction de leur outil de travail, c'est-à-dire de l'entreprise. Tu parles beaucoup du syndicalisme, hein, parce que le syndicalisme il peut avoir une part importante dans la direction de l'outil entreprise. Euh, Aujourd'hui, hier, j'étais encore à la CGT. On me disait, bah ouais, bah, c'est chaud. À la fois, la CGT mène de beaux combats et les syndicats mènent de beaux combats. Et à la fois, on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui prennent leur carte, il y a de moins en moins de gens qui sont de travailleurs et de travailleuses qui sont impliqués en fait dans les syndicats et dans dans la démocratie dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait en fait pour résoudre ce problème-là? Comment est-ce qu'on redonne un élan au syndicalisme et à la volonté des travailleurs de récupérer leur outil de travail? Alors ça, c'est un énorme sujet. Moi, je suis syndicaliste depuis 30 ans. Je suis aussi militant politique et je pense qu'en fait, les deux doivent se parler. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est la question de croire et d'avoir l'espoir qu'on peut changer les choses. Je vais te donner un exemple. On a eu un mouvement sur la bataille des retraites qui a été unitaire, sur une base claire, sur une revendication forte, les 64 ans, qui a emmené des millions de travailleurs dans la rue. On va pas gagner cette bataille-là concrètement, puisque les 64 ans s'appliquent et ils brisent des gens dans leur chair et dans leur vie au travail. Mais on a une chance de gagner cette bataille-là si demain une candidature unique de la NUPES en 2027 l'emporte et porte un programme qui soit un programme en rupture. Le mouvement syndical français, il s'est construit, et c'est très bien, autour de la charte d'Amiens, 1906, etc., et toutes les valeurs qui sont les siennes. Mais en même temps, le mouvement politique a évolué et la candidature unique de la NUPES aux dernières législatives, elle est extrêmement importante parce que dans les dernières séquences politiques, les organisations syndicales, elles ont appelé à battre l'extrême droite au deuxième tour des dernières élections pour faire barrage. Mais si on pouvait enfin, non pas faire barrage, mais voter dès le premier tour pour un candidat commun de l'ensemble de la gauche, alors là, le mouvement syndical, il pourrait s'asseoir autour de la table dès le lendemain de l'élection avec une vraie conférence sociale, avec comme en 36 des vraies négociations. Et il y pèserait de tout son poids, pas en étant à la remorque du mouvement politique, mais en étant un des principaux artisans de la victoire politique pour les intérêts de celles et ceux qu'il défend. Moi, c'est Mais cet attends, espoir que je porte. Anthony, c'est quand même un peu original. Je te pose la question de comment est-ce qu'on récupère le pouvoir dans l'entreprise et on redonne du pouvoir au syndicat, et tu me dis élection présidentielle. Non, non, il faut pour pouvoir, par exemple, avoir des dispositions sur le contrôle des entreprises dans le cadre des comités socio-économiques que le pouvoir politique
prenne des dispositions concrètes. On sait très bien que ce n'est pas cette assemblée législative qui est composée de la Macronie, de la droite, de l'extrême droite notamment, qui prendra des mesures qui rendent le pouvoir aux travailleurs dans les entreprises pour les exercer. Donc je pense que les travailleurs ont besoin du politique tout autant que le politique a besoin de syndicats qui sont certes affaiblis, mais qui sont toujours structurants dans leur milieu, dans les entreprises, dans les luttes qu'ils conduisent. Et ça me semble quand même extrêmement essentiel de bien comprendre que même affaibli, le mouvement syndical, c'est des millions de travailleurs qui sont organisés et qui, lorsqu'ils découvrent la lutte, vont pouvoir continuer au quotidien sur des petites choses. Hein, c'est la double besogne du syndicaliste, à la fois changer la société, mais aussi changer la vie du quotidien, y travailler. Donc ça, il va y avoir besoin d'un appui, parce que le mouvement syndical, il est plutôt attaqué par le pouvoir politique dans ses prérogatives. Et donc, c'est cet appui qu'il va falloir aller rechercher. Moi, je pense que les deux s'alimentent. C'est pour ça que la solution, elle ne peut pas venir que du mouvement syndical qui disposerait seul de la solution. Il y a aussi la question des liens entre le mouvement syndical et la question des mouvements sociaux, la question des mouvements de lutte sur l'antiracisme. Je pense aux mobilisations du 23, par exemple, du 23 septembre dernier, contre le racisme systémique. Comment on lit ces questions-là? C'est-à-dire comment on amène par le biais du syndicalisme ou par le biais des luttes intersectionnelles ou autres aux questions qui sont communes et qui nous permettent de porter un espoir. Parce que le plus grand drame pour le mouvement syndical, comme pour les mouvements sociaux ou le mouvement politique, c'est de mourir d'espoir, c'est de croire que nous ne pourrons pas incarner cet espoir. Et ça, c'est dramatique parce que c'est une machine à perdre. Il faut sortir de ça. On est majoritaire. Le dernier bouquin de Cagé et de Piketty, que Piketty. je n'ai pas encore lu, mais pour lequel j'ai lu des extraits, il vient redonner des éléments de compréhension du moment où on se situe. Et on peut l'emporter, on doit l'emporter en 2027. Et je pense que c'est une grande responsabilité. Pour que ça marche dans les entreprises, le mouvement syndical doit aussi se poser la question politique et le mouvement politique doit se poser respectueusement la question du travail avec les organisations syndicales. Pour le reste, sur les prérogatives du mouvement syndical, oui, moi je pense qu'il faut rétablir les CHSCT. Je pense qu'il faut disposer de pouvoirs de contrôle sur la marche générale de l'entreprise, un peu comme cela avait été fait au sortir de la Deuxième Guerre mondiale avec la création du comité d'entreprise, qui était novateur de ce point de vue-là. Il faut que les organisations syndicales soient clairement associées. Il faut nationaliser certains secteurs de la production, comme les sociétés d'autoroutes, comme plein d'autres secteurs qui sont déjà quasiment nationalisés. Je pense à Orpea, Orpea, grand groupe privé du troisième, quatrième âge, qui a fait l'objet d'une prise de pouvoir par la Caisse des dépôts et consignations qui est détenue par l'État. Bien, les travailleurs d'Orpea sont de fait quasiment des travailleurs d'une entreprise nationalisée. Ils devraient pouvoir décider réellement du cours de leur entreprise et de comment on traite les personnes âgées dans notre pays. Voilà les sujets qui sont des sujets vraiment du 21e siècle, quoi, et qu'il faut qu'on intègre complètement. Toute petite dernière question. Il y a un mot que tu n'as pas utilisé et pourtant qui est souvent l'outil qui vient le plus rapidement à la tête lorsqu'on pense syndicat et lorsqu'on pense lutte des travailleurs. Et c'est d'ailleurs un mot qui est aussi absent de ton livre, c'est le mot grève. Euh, la grève, c'est vrai que c'est l'outil un peu par excellence des travailleurs en collectif qui décident de se rebeller contre ou de demander des droits nouveaux à la fois à l'État ou à leur patron. Euh, pour toi, la grève, c'est pas un outil du 21e siècle pour les travailleurs et les travailleuses? Il faut faire grève tout le temps, partout, à chaque fois qu'on le peut, et gagner le maximum de droits. Après, la grève, elle se décrète pas. C'est dans les entreprises, dans les services, là où les gens sont organisés, qu'ils décident de cesser collectivement le travail. Il y a des entreprises qui conduisent aujourd'hui sur le territoire des grèves depuis des dizaines de jours, des grèves magnifiques, des grèves où il y a une solidarité. Moi, je pense toujours au texte de Simone Veil, la philosophe, qui racontait les grèves de 36 lorsqu'elle était dans l'entreprise, où elle disait que pour un temps, une grève, c'est on cesse ce travail, mais c'est aussi un moment le plus beau, celui où on se réapproprie nos vies au travail et l'outil de production, où on danse, où on chante, où on rit avec ses camarades, où on pense à... Voilà, non, moi, je suis un adorateur de la grève, pas pour la grève, mais pour ce qu'elle apporte de collectif et de victoire. Après, le sujet du bouquin, c'était la lutte collective, qui Bien sûr, est bien des sûr. fois où il y
y a eu des grèves ou pas eu des grèves. Mais oui, la grève reste un moyen et il y a plein d'autres formes de lutte qu'il faut utiliser. Dans mon histoire, on était confinés, les copains ont utilisé les réseaux sociaux comme jamais, on avait des affichages, enfin, il y a eu une créativité. Moi, ce que j'aime dans le mouvement ouvrier, dans les luttes et dans les formes des luttes, c'est leur créativité, leur inventivité, la capacité à se renouveler en permanence, à utiliser les nouveaux supports, les nouveaux outils. Et ça, je trouve que de notre côté, dans notre camp social, il y a une inventivité, une créativité, y compris dans les formes de grève aujourd'hui. Et c'est à saluer et c'est à amplifier, bien sûr. Et d'ailleurs, parfois, ces grèves ou tous ces mouvements, contrairement à ce qui s'est passé avec la retraite, où quand même on a abouti, ça a été un peu quand même un échec, même s'il y a eu des très belles choses dans la forme, sur le fond on a perdu. Il y a quand même très souvent en fait des grèves qui amènent en fait à des victoires pour les travailleurs Clairement. et les travailleuses un peu partout en France et un peu tout le temps d'ailleurs. Merci beaucoup Anthony. Merci beaucoup, Pablo.